Bonjour, bienvenue dans Point de Vue, bienvenue à vous tous qui nous suivez sur le site du Figaro et sur la page Facebook. Posez vos questions, faites-nous part de vos commentaires, c'est parti pour 50 minutes de débat. Débat où il sera question de la Catalogne, le feuilleton catalan qui s'est aujourd'hui déplacé à Bruxelles, où Carles Puigdemont a donné une conférence de presse avec des annonces importantes, on va en débattre. On parlera aussi de la fin de l'état d'urgence, car dès demain, c'est la nouvelle loi antiterroriste qui s'applique, un texte qu'Emmanuel Macron est allé défendre devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Ce soir, enfin, sauf rebondissement de dernière minute, les 5 ministres et responsables constructifs devraient être exclus de leur parti d'origine, les Républicains. Le bureau politique de LR se réunit dans moins d'une heure, mais déjà une autre polémique surgit. Quelle forme doit prendre le débat entre les candidats à la présidence du mouvement ? Enfin, on parlera des États-Unis et des soupçons d'ingérence russe sur la campagne présidentielle. La menace se précise pour Donald Trump, même si le dossier reste bien compliqué. Merci à vous quatre d'être là pour en débattre. Lucille Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous co-présidez la Fondation Verte Européenne, êtes conseillère municipale à Vanves dans les Hauts-de-Seine. Avant l'écologie, vous étiez au Parti Socialiste. Vous êtes aussi l'auteur de La France résiste-t-elle à l'écologie ? C'est paru en 2016 aux éditions Le Bord de l'eau. Merci d'être régulièrement sur ce plateau de Point de Vue. Merci à vous aussi, Adélaïde Zulfikar-Passic, directrice de BVA Opinion, qui nous fait également le plaisir d'être régulièrement parmi nous. Bonjour André Berkoff. Bonjour. Écrivain, journaliste, vous animez une émission quotidienne sur Sud Radio. Votre dernier livre, paru en 2016 chez Furth, s'intitule « Donald Trump, les raisons de la colère ». Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir Frédéric Mettezo. Vous êtes chef du service politique de France Inter, après être passé par France Culture. Bienvenue. Merci, bonsoir. Alors, il fallait s'accrocher pour comprendre Carles Puigdemont pendant sa conférence de presse à Bruxelles en tout début d'après-midi. Un sabir franco-catalo-anglais d'où est ressorti point numéro 1. Le leader catalan n'est pas en Belgique pour demander l'asile politique, mais il semble quand même s'installer à Bruxelles en exil avec 4 de ses ministres. Point numéro 2, les indépendantistes participeront aux élections de décembre prochain. On écoute Carles Puigdemont, c'était à la mi-journée à Bruxelles. On ne va pas échapper à l'action de la justice. On ne veut pas négliger notre responsabilité face à la justice. À la communauté internationale, et tout particulièrement à l'Europe, je lui demande de réagir. Nous, on va respecter les résultats de les élections qui sont convoquées par le 21 décembre. Comment nous, on a fait toujours, n'importe quel était le résultat. Il fait l'effort louable de parler en français, Carles Puigdemont, mais Lucille Schmitt, c'est la mascarade qui continue ou c'est un coup politique de sa part ? Moi, je trouve qu'il a trouvé la seule porte de sortie qui lui était possible, que s'il était resté à Barcelone, il était coincé par rapport à tout ce qui avait été dit sur le caractère illégal du référendum, et puis il était aux mains de Rajoy et il courait le risque de l'emprisonnement. Et là, il a fait un coup qui est intéressant, parce que depuis le début, il interpelle l'Europe en disant « vous n'avez plus le droit de vous considérer comme un nain politique et vous devez, d'une manière ou d'une autre, inventer une nouvelle manière d'intervenir sur ce genre de conflit, qui est en fait un conflit, une difficulté des États-nations à exister, etc. » Donc, je ne dis pas qu'il a retrouvé de la puissance, mais je pense qu'il s'en est sorti relativement. Et puis, il y a une ambiance très bruxelloise dans ce que vous venez de dire dans cette conférence de presse, parce que quand on est à Bruxelles, de toute façon, c'est toujours le sabir. C'est-à-dire que, de toute façon, on parle anglais, français, espagnol, etc. Ça fait partie de la vie bruxelloise, en tout cas, pas forcément la vie belge, mais la vie des institutions européennes. Donc, en ce sens, il y a un côté un petit peu Tintin dans son discours politique, mais moi, il y a quelque chose, une sorte de sympathie que je n'éprouvais pas quand il était à Barcelone. Il a réussi son coup, André Berkoff. Écoutez, moi, je ne partage pas vraiment votre opinion, la sympathie. Je pensais que cette personne aurait au moins soit le courage de rester à Barcelone et de risquer ce qu'il a risqué, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout de sa conviction indépendantiste, soit de faire, sans comparer à De Gaulle à Londres, enfin, il aurait pu vraiment adopter une posture. Là, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, nous allons respecter les institutions, nous allons respecter Rajoy, et puis l'Europe joue son jeu. Mais attendez, vous savez très très bien, l'Europe ne peut être que vent debout devant Carles Puigdemont, parce que demain, il y aura le risque d'implosion centrifugée de toute l'Europe. À partir du moment où ils acceptent l'Europe, l'indépendance de la Catalogne, vous savez très bien ce qui peut se passer au Pays Basque, en Bretagne ou ailleurs.
Donc l'Europe est vent debout contre ça. Je ne dis pas qu'ils ont raison ou tort, je n'ai pas de jugement de valeur. Mais pour le moment, je trouve que la position de Carlos Puigdemont est une position, allez, tristement social-démocrate. Il s'est affaibli, Frédéric Mettezo. De toute façon, il était déjà affaibli, donc il n'est pas plus faible depuis cette conférence de presse. Moi, je pense plutôt qu'il reprend un peu d'air, c'est-à-dire qu'à Barcelone, il était coincé avec d'un côté l'État central espagnol, Rajoy, et une base parfois extrêmement radicalisée avec des partis indépendantistes de gauche radicale ou d'extrême gauche qui pouvaient lui mettre la pression. Donc il était entre le marteau et l'enclume, il fallait qu'il reprenne un peu d'air, c'est la première chose. Deuxième chose, l'annonce importante du jour, c'est qu'il dit qu'il respectera le résultat des élections. L'essentiel des partis catalans, la majorité des partis actuellement présents au Parlement catalan vont participer à ces élections, donc au moins il y a un processus politique. Ensuite, sur la question de l'Europe, c'est pas tant l'Europe, l'Union européenne en tant que telle, elle n'a pas son mot à dire sur une indépendance. C'est chaque État qui peut répondre. Effectivement, on sait que les États européens, dans leur ensemble, dans leur totalité, ne reconnaîtront pas l'indépendance. Mais en appeler à l'Union européenne, sur ce genre de choses, si on appelait à personne, il n'y a pas de diplomatie européenne. On va parler du rôle de l'Union européenne et pour le moment l'absence de médiation, le non-rôle plutôt, oui. Adélide, vous avez regardé un petit peu l'évolution de l'opinion espagnole sur ce sujet depuis les semaines passées. Et ça valide effectivement l'analyse de Frédéric Mettezo sur le fait qu'avant cette conférence de presse, il apparaissait déjà affaibli, puisqu'il y a eu un sondage qui a été publié par El Mundo dimanche dernier, donc le 29 octobre, et qui montre que le bloc indépendantiste dans l'hypothèse d'élection serait en recul assez net de 5 points dans l'opinion, alors que les partis traditionnels constitutionnalistes seraient espagnols, et y compris en Catalogne, alors qu'au contraire les partis traditionnels seraient en progression et du coup feraient jeu égal. Et ça montre bien que cette séquence a laissé des traces dans l'opinion publique, à la fois espagnole, en Catalogne, et puis on pourra peut-être en reparler, mais en Europe plus globalement et en France. Alors justement, on disait la non-médiation européenne, parce que c'est vrai, il l'a déjà demandé, et pour le moment, on lui ferme la porte au nez sur ce chapitre. Lucie Schmitt, il risque encore de se prendre une fin de non-recevoir ? Non, mais je crois qu'on voit bien qu'actuellement, effectivement, dans l'état des institutions européennes, il n'est pas question de soutenir Puigdemont, etc. Moi, ce que je dis simplement, c'est que l'Europe fait face à des problèmes qui sont inédits. Et que la Catalogne, ce n'est pas le seul sujet sur lequel l'Europe, d'une certaine manière, doit peut-être, et je parle des institutions européennes, de l'Union européenne, imaginer d'avoir à l'avenir un questionnement sur des choses, par exemple, il y a eu l'Écosse. Il y a les questions qui se sont posées en Italie. Il y a une crise des États-nations et quand on veut une Europe fédérale, il faut se poser la question à un moment ou à un autre de savoir si on veut jouer un rôle politique ou pas. Ça signifie de la médiation, ce n'est pas du tout ce que Puigdemont voulait prendre en otage d'une certaine manière les institutions européennes pour avoir une espèce d'échappatoire par rapport à son duo avec Rajoy. C'est pas ce que, je ne dis pas qu'il fallait accéder aux demandes de Puigdemont, mais ce que je dis, c'est que s'il n'y a pas une discussion politique entre les chefs d'État sur ce genre de choses, et seulement une volonté de dire on n'interviendra pas, c'est que l'Europe reste un nain politique et on ne pourra pas porter l'espoir européen si l'Europe n'intervient pas quand il y a des crises. Frédéric Mettezo. Je vous donne la parole juste après. Effectivement, il y a l'Écosse, il y a le nord de l'Italie, il y a la Flandre, où il y a déjà des mouvements très forts. Il y a eu le Pays Basque, qui était un mouvement encore d'une autre nature. Là, les mouvements les plus récents dont on parle sont aussi des mouvements de régions riches. Les Flamands, pour faire simple, ils estiment qu'ils en ont assez de payer pour les Wallons. Les Italiens du Nord, ils en ont marre de payer pour ceux du Mezzogiorno. L'Écosse, elle pourrait être prospère parce qu'elle est assise sur les gisements de gaz et de pétrole. La Catalogne. Et la Catalogne, effectivement, à Barcelone, qui est une place financière importante. Et par ailleurs, sur l'Europe, je pense aussi que l'Union européenne a un peu joué avec le feu. Par principe, quasiment par nature, une Europe fédérale est une Europe qui fait mal aux États-nations, parce que c'est antinomique, l'État-nation et la construction de l'Europe fédérale. Et l'Union européenne, pendant des années, a joué en quelque sorte les régions. Pour ceux qui connaissent le quartier des institutions européennes à Bruxelles, il y a un immense bâtiment qui est peut-être aussi grand que celui de la Commission, qui est celui du Comité des régions, où les régions, les collectivités locales à Bruxelles ont pignon sur rue, sont considérées comme des institutions en tant que telles, en leur donnant cette puissance, en leur donnant cet affichage, en leur donnant les fonds structurels qui permettent de développer région par région. L'Europe a aussi aidé à développer les régions. Fédéralisme européen. Fédéralisme européen égale fédéralisme national. Ça, c'est formidable. Non, votre information est importante parce que c'est vrai qu'on l'oublie et c'est vrai que c'est la formidable hypocrisie
quelque part de l'Union européenne, c'est-à-dire de jouant sur les deux tableaux par rapport à d'un côté le régionalisme et d'un côté l'Europe fédérale qui n'existe pas, soyons clairs. L'Europe se comporte comme une Europe fédérale, mais ne l'est pas du tout. Mais moi, ce qui me gêne vraiment, c'est l'attitude, c'est l'attitude des politiques aujourd'hui. On attend de l'homme politique qui est plus que jamais ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il était, lui, à fond pour l'indépendance, c'est quand vous dites que les partis indépendantistes lui mettent la pression, mais il était quoi, Puigdemont? Il était indépendantiste. Il était complètement indépendantiste. Il y a une gamme d'indépendantistes. Je suis d'accord, mais enfin, on va jusqu'au bout d'une certaine logique. Là, il dit, écoutez, moi je vais en Europe, effectivement, j'attends tout de l'Europe, alors j'espère que vous allez bouger, mais on va respecter les institutions. De deux choses l'une, ou vous êtes pour l'indépendance et vous allez, en tout cas, jusqu'au bout de votre logique à vous, quitte à perdre, il a dit, j'ai perdu, mais on ne fait pas ce qu'il fait, là c'est, il franchit le Rubicon pour y pêcher la ligne. C'est vraiment pas ça, aujourd'hui, ce qu'on attend d'un politique. Est-ce qu'un gouvernement en exil, parce qu'il y a quand même 4 ministres autour de lui, est acceptable pour la Belgique, si tant est que... Les Flamands vont être très contents, apparemment. Les Flamands. Surtout que le secrétaire d'État, on appelle ça un secrétaire d'État belge, fédéral, qui est en charge des migrations, ça s'appelle comme ça, c'est Theo Franken, qui est membre de la NVA, qui est le mouvement parti, autonomiste flamand. Ouais. Donc lui a dit qu'il n'était pas forcément contre accueillir Puigdemont. Oui, il y a des contacts d'ailleurs entre les... Oui. Exactement. Adélaïde Julfikar-Pasi, vous disiez effectivement les Français, eux, ils commencent aussi à avoir une opinion un petit peu distanciée. Enfin, disons que le regard est plus critique sur les indépendantistes. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que du coup la problématique, elle croise justement ces deux questions, à la fois la question de l'indépendance des régions, et là on voit dans nos études qualitatives notamment des Français qui sont effectivement plutôt critiques sur la réserve et un petit peu exaspérés par ces mouvements, mais ils ont très bien compris que le débat qui était autour de ça, c'était aussi un débat sur la question de l'Europe, et la question de vers quelle Europe on va, quel rôle l'Europe a à jouer, et du coup ça nous renvoie 6 mois en arrière à la séquence électorale où on a vu que cette question de quelle Europe est vraiment centrale sur toute une série de problématiques qui sont à la fois nationales et supranationales, mais voilà. Donc c'est intéressant de voir que les Français d'eux-mêmes ont saisi à nouveau cette question européenne comme étant au cœur de ces sujets et pas uniquement un problème espagnol. J'ai une question peut-être un peu plus anecdotique, mais on le sait, Puigdemont est un ancien journaliste. Hier, on ne savait plus où il était, il est réapparu à Bruxelles, il est parti, nous dit-on maintenant, en voiture, avec donc ses ministres. Enfin, c'est de la mise en scène, il y a un côté quand même un peu fuite à Varennes, on l'a dit. C'est quoi? Enfin, il n'est pas Louis XVI. Il n'est pas Louis XVI non plus. Et puis, c'est pas la ça ne se terminera peut-être pas comme ça non plus. Ni général de Gaulle. Non, encore une fois, ce qui est non, mais il fait de la aussi, politique, il fait de la com, parce que c'est toujours... Il fait les deux, comme tout le monde. Hein. Il n'est pas le seul à faire de la politique et de la com. Suivez mon regard. Tous les politiques font de la com. Exactement. Mais en même temps, non, il y a quelque chose de très très bizarre dans cette histoire, ce qu'on aimerait comprendre. Est-ce que les Catalans, dans la majorité, je pose la question en huron, sont pour l'indépendance ou pas? Qu'on le sache. Moi, j'attendais vraiment à ce qu'ils fassent. Il y a eu ce référendum qui s'est passé, et puis il devait avoir la proclamation. Bon. Et puis il dit non, je ne fais pas de proclamation, je suspends, j'attends, je vais voir ce qui va se passer, etc. Et résultat, Rajoy reprend la main. Et c'était un très bon jeu, enfin en tout cas Rajoy, il reprend la main, et puis l'autre est effectivement dans un corner aujourd'hui, il est cornerisé. Qu'est-ce qui va se passer de ce point de vue-là? Qu'est-ce qui reste à Puigdemont? Sauf si les Catalans eux-mêmes, est-ce que vraiment ils vont prendre leur destin en main ou pas? On le saura le 21 décembre. Il y a deux choses, c'est que sur le référendum, il y a eu 42% de participation et un résultat absolument incroyable de 90%. Enfin voilà, donc c'était un référendum stalinien, on va dire. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est quand même le face-à-face Puigdemont-Rajoy, puisque ça fait des années que ça dure, qu'on sait que depuis 2010, Rajoy combat en fait les Catalans. Donc il y a quelque chose qui s'est joué, à mon avis, entre les deux hommes. Et le fait est que je ne suis pas sûre que Puigdemont sache vraiment s'il peut continuer le rapport de force en ayant une majorité derrière lui. Donc c'est ce qu'il montre en se mettant en scène au niveau européen. Là, il trouve une posture que moi je trouve assez esthétique. Je ne sais pas si c'est de la communication ou pas. Mais en tout cas, c'est une posture où effectivement il y a quelque chose de l'ordre du film et qui montre qu'il est faible en Catalogne. Bon, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'analyser. S'il est faible en Catalogne, c'est un peu embêtant, effectivement. Ah oui, il est faible. Je pense qu'il n'a pas la majorité. Oui. Donc la fin de l'histoire, le 21 décembre. Je pense que les élections du 21 décembre, ça a été un super coup de Rajoy. Je pense que là, il a très bien repris la main et que comment se dérober face à une échéance démocratique pour Puigdemont. Je crois que là, on verra ce qui... Oui, moi je pense que de toute façon, ça sera perdu pour Puigdemont, oui, le 21 décembre.
Madrid qui continue à employer la manière forte parce que dès aujourd'hui, alors c'est la Cour constitutionnelle, suspendait la déclaration d'indépendance. Enfin bon, c'est vraiment, ils y vont. Oui. Il joue son jeu jusqu'au bout, il a raison. Il abat ses cartes et devant l'autre. Non, mais encore une fois, on va pas discuter. Moi, je suis très très frappé par ça. C'est-à-dire, en dehors de tout jugement de valeur, Puigdemont, est-ce qu'il a vraiment bien joué? Je ne crois pas. Vous dites c'est esthétique, c'est peut-être esthétique, mais il a mal joué, je crois. Franchement, en allant se réfugier en Europe, enfin je veux dire, derrière l'Europe, derrière le paravent de ce qu'est l'Europe aujourd'hui, ça lui a apporté quoi? Ça lui a apporté le fait qu'on déplace aussi un questionnement vers l'Europe. C'est-à-dire qu'après le 21 décembre, on sera aussi face... Moi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites, au fond, l'Europe n'a jamais joué ce rôle. Peut-être, mais si elle veut s'inventer à l'avenir, il serait temps qu'elle essaie de jouer un rôle plus politique. Et ça, c'est une question qui est posée à l'ensemble des Européens. Mais par rapport à la Catalogne, qu'est-ce qu'elle peut jouer? Ce qui est posé, c'est par rapport à la décomposition des États-nations, ou en tout cas aux tensions qui existent autour des États-nations. Est-ce qu'on veut porter une Europe plus fédérale ou pas? C'est ça la question qui est posée. Oui, mais surtout avec Macron à la tête de la France. Ouais. Alors, parmi nos internautes, il y a Marie qui nous dit qu'elle est tout à fait d'accord avec André Berkoff. Elle a raison. Je le souligne. C'est pas à Bruxelles cette fois-ci, mais à Strasbourg que ça se passait aujourd'hui. Nous y sommes. Demain, 1er novembre, c'est la fin de l'état d'urgence, remplacé par la loi antiterroriste. Un texte controversé, mais adopté le 18 octobre, que le président de la République est allé donc défendre aujourd'hui à Strasbourg, devant la Cour européenne des droits de l'homme. On regarde Emmanuel Macron et on en parle. La loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme n'a aucunement pour objet de pérenniser l'état d'urgence, comme certains l'ont dit, mais elle prévoit des mesures nécessaires à la protection de nos compatriotes, strictement définies, encadrées et soumises à un contrôle renforcé du juge qui nous permet d'être tout à la fois efficaces dans la lutte contre le terrorisme et de pouvoir mettre fin à la procédure d'exception que nous avions ouverte il y a maintenant 2 ans. C'est Macron l'Européen là, qui va plaider sa cause à Strasbourg? Macron l'Européen, il a toujours été européen, oui, il continue. Continue. Effectivement, il continue, il persiste et il signe, il a raison, d'ailleurs de son point de vue à lui, de persister et de signer. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Alors c'est tout le problème. Est-ce que l'état d'urgence passé dans le quotidien des lois c'est l'avenir qu'il dira? Est-ce que ça va être beaucoup plus efficace avec la fin de l'état d'urgence par rapport au climat qui se passe avec un certain nombre de daéchistes qui, paraît-il, rentreraient en France, etc. Ça, c'est l'avenir qu'il dira. Hein. C'est les résultats. Il a raison d'aller à Strasbourg alors qu'on se fait régulièrement condamner par la Cour européenne des droits de l'homme? Il avait déjà reçu le président de la Cour européenne des droits de l'homme en juin pour évoquer avec lui justement les interrogations. Et puis il y a beaucoup de juristes français éminents, d'intellectuels qui ont dit qu'ils étaient inquiets face à cette transcription dans la loi de l'état d'urgence. Donc je crois qu'il a tout à fait raison d'avoir été plaider sa cause. Je ne sais pas si je rejoindrai ces arguments. Je pense que plaider sa cause, c'est une chose, c'est faire un discours. Après, le sujet, c'est l'application. Et on voit bien qu'il y a d'énormes interrogations sur la façon dont, par exemple, lorsqu'on est assigné à résidence aujourd'hui, les choses sont efficaces ou pas. Moi, j'ai surtout regardé le procès Mera, et quand j'ai vu comment le directeur régional des services à Toulouse expliquait comment il n'avait pas été entendu pendant des mois et des mois par rapport à la famille Mera, je pense que le sujet, c'est pas la loi, je pense que c'est les pratiques. Et pour moi, cette question du discours d'Emmanuel Macron, je la comprends encore une fois en communication, mais je pense que le sujet, c'est comment est-ce qu'on va devenir plus efficace pour repérer en amont les potentiels terroristes. Ce n'est pas une loi liberticide pour vous? Ah, c'est une loi tout à fait liberticide, mais je crains surtout qu'elle ne soit pas efficace. On va parler effectivement, vous l'évoquiez, du retour des djihadistes. On écoute d'abord le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, c'était ce matin sur RTL. Ceux qui restent ensuite en liberté sont évidemment tous suivis par la DGSI et donc tous surveillés, assignés à résidence par exemple. Non, il y en a pas forcément, non, pas assignés à résidence, mais surveillés. Ils n'ont pas de bracelet électronique non plus. La DGSI, ils n'ont pas de bracelet électronique, mais croyez-moi, nos services travaillent de manière importante. Je fais confiance à des services que nous avons renforcés et qui justement nous ont permis de déjouer les attentats dont vous parliez tout à l'heure. Il fait preuve d'une belle assurance, Gérard Collomb, quand il dit on en a 110 à l'œil, mais oui, il n'y a pas de problème. Je trouve parce qu'une surveillance sans bracelet, sans assignation à résidence ou sans contrôle judiciaire, ce qui est d'ailleurs la loi, hein, on ne peut pas obliger quelqu'un à être un contrôle judiciaire, à pointer à la gendarmerie s'il n'y a pas eu passage devant le juge, etc. Je trouve qu'il montre beaucoup d'assurance. Quant à la surveillance, la question s'était déjà posée au moment des attentats. On nous expliquait qu'en gros, pour suivre correctement un individu 24 heures sur 24, il faut à peu près 8
policiers. Alors, ça ne veut pas dire 8 policiers par bonhomme, mais c'est-à-dire que c'est des moyens considérables. Je pense que les gens de la DGSI, les policiers, les gendarmes sont des gens qui font leur travail. Je trouve que être ministre et dire on les suit tous, c'est quasiment mettre au défi ceux qui diront bah, tiens, moi je ne suis pas suivi et je vais vous le faire voir. Ouais. On le sait, Adélaïde, les Français approuvent massivement, finalement, le texte. Sur la durée, ça peut continuer. Enfin, voilà, ils ont définitivement renoncé à une certaine critique par rapport aux libertés restreintes qu'impose ce texte. Oui, c'est quelque chose qu'on observe depuis 2015 et les premières mesures qui ont été prises après les premiers attentats. On sent que sur ce sujet en particulier, les Français sont assez durs et assez pragmatiques, et du coup c'est vrai qu'ils acceptent des textes qui peuvent apparaître assez liberticides, et voilà, et vous le disiez, effectivement ils ont le texte. Donc, efficacité plutôt que... Donc, le texte dans sa globalité passe très bien, et les mesures une par une sont vraiment très majoritairement soutenues, et quand je dis majoritairement on parle de taux de 80%, notamment sur assigner à résidence des djihadistes qui les concernent peut-être pas a priori, mais déjà les contrôles, l'identité, les choses qui peuvent être directement... Oui, encore que l'approbation peut-être plus faible sur ces sujets-là, mais elle reste largement majoritaire. Je crois que c'était assez favorable pour les contrôler les zones où il y a des événements particuliers. Oui. Vous savez, je pense qu'il y a un lien entre les deux sujets, Catalogne et sortie de l'état d'urgence. C'est l'affaiblissement des États. Aujourd'hui, en France, l'État a un champ d'action beaucoup plus réduit qu'auparavant. Il est moins présent dans l'économie. Il peut moins influer sur l'économie et sur le chômage. On voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'État qui décide, ce n'est pas la politique gouvernementale qui décide de faire baisser le chômage. Donc, l'État ne bat plus monnaie comme précédemment. Donc, qu'est-ce qui reste au niveau du régalien? C'est la sécurité. Donc, d'une certaine façon, l'État, le gouvernement ont une obligation de résultat, une obligation d'agir et de toute façon une obligation de réagir et de dire des choses. En gros, il reste plus beaucoup de leviers puissants aujourd'hui aux États européens. Si on voit qu'ils ont déjà perdu une bonne partie de la marge économique, ils ont perdu en marge de manœuvre budgétaire, il leur reste la sécurité. Donc, il leur faut agir, quitte à faire du déclaratif, encore une fois, comme on l'a vu avec Gérard Collomb tout à l'heure. Il y a en même temps des sujets très, très concrets, parce que celui des familles de djihadistes qui sont en passe de rentrer en France... C'est plus que des sujets, c'est des défis absolument considérables. Là, oui, effectivement. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Attendez, d'abord, je voudrais revenir sur Gérard Collomb, qui, effectivement, son assurance fait plaisir à voir. Enfin, on aimerait bien être aussi rassuré que lui. Il a même ajouté qu'il n'était pas naïf. Moi, je voudrais juste lui dire, à propos de liberticide, je pense qu'on l'emploie un tout petit peu à tort et à travers. Je pense qu'il y a liberticide, mais il y a aussi sécuricide. C'est-à-dire que la liberté sans la vie, ce n'est pas de la liberté. La liberté, quand on sait que n'importe qui peut être, pour des raisons X et Y, égorgé sur une gare comme à Saint-Charles ou à Saint-Étienne-du-Vouvray, ou par un camion soi-disant fou, et Nice, je ne vais pas citer tout, hein, tout ce qui s'est passé depuis 2 ans. Il ne faut quand même pas l'oublier, même si nous, il se passe quelque chose. Il y a une idéologie totalitaire qui consiste à dire, il y a des gens, loin d'être une majorité, une minorité, qui viennent là pour effectivement détruire et tuer. Ils sont là pour ça. Le problème, il n'est pas de savoir si c'est la loi. Est-ce que vraiment ils font tout pour ça? Vous parliez des gens qui sont assignés à résidence ou pas. Vous avez entendu parler de Olivier Corel, près de Montpellier. Cette personne-là, dont on sait qu'il a conseillé le mentor le mentor des Méra et autres, pas de Koulibaly, mais des frères Kouachi et compagnie, cette personne-là reçoit qui elle veut, et quand elle veut, elle est en liberté, peut-être surveillée, mais franchement très peu surveillée. Monsieur le Berkoff, problème de l'État. Monsieur Berkoff, vous avez raison de rappeler les drames de Saint-Charles, de Saint-Étienne-de-Rouvray, de Nice, qui se sont produits sous état d'urgence. Précisément, ils se sont produits sous état d'urgence. Donc, ce qui veut bien dire que l'idée même d'état d'urgence, effectivement, il fallait la réponse sécuritaire et aussi politique le 13 novembre en matière d'état d'urgence. Il y a eu 4600 perquisitions sous état d'urgence depuis le 13 novembre. 80% de ces perquisitions ont eu lieu dans les 3 mois qui ont suivi, parce qu'il fallait mettre une espèce de coup de pression, de coup de massue, de coup de Karcher, pour reprendre une expression célèbre. Ensuite, la question sur
sécurité versus liberté, c'est est-ce que l'état d'urgence, est-ce que les nouvelles mesures sont garanties de sécurité? Il n'y a pas de risque zéro, nous sommes d'accord. Ce n'est pas le problème. Oui, moi j'observe qu'en fait on a tendance à opposer la question liberticide et la question efficacité. Moi je pense que c'est un faux débat, c'est-à-dire que je pense que ce n'est pas parce qu'on prend des textes qui sont extrêmement durs et qui effectivement restreignent les libertés, qu'on va être plus efficace. En fait. Je pense qu'il faut voir les choses comme ça par rapport à ce que vous disiez sur le fait que les Français sont extrêmement durs et approuvent à 80% le fait de durcir la loi, parce que les Français aspirent à l'efficacité. C'est pas parce qu'ils regardent, ils lisent la loi, c'est parce qu'ils se disent on sera mieux protégé de cette manière. Et donc le sujet, moi je suis effectivement très préoccupée par ce qui se passe au procès Mera, parce que je trouve que les révélations qui sont faites sont extrêmement intéressantes sur la manière dont finalement, entre les services, on n'écoute pas d'abord le directeur des services de Toulouse, on dit ah, Mera n'est pas vraiment dangereux, on va pouvoir l'utiliser comme indicateur. Moi, je trouve qu'il y a quand même un problème. C'est-à-dire que moi, Gérard Collomb, quand je l'écoute expliquer que tout est sous contrôle, ça m'inquiète. Et je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. Il y a une forme de provocation à dire ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Parce que comme tout est aujourd'hui affaire de communication, etc., on peut dire que tout ça est repéré et pourrait conduire à des actes qui peuvent être des actes terroristes. Puis après, j'ai une question pour vous tous. Ce qui est intéressant, c'est que les Français, effectivement, ils sont favorables à une action sécuritaire efficace, mais pas uniquement. Pour eux, la sécurité, c'est la base. Mais sur la question de la lutte antiterroriste, il y a un sujet majeur qui est, en gros, comment est-ce qu'on s'attaque aux racines du mal, et ça passe par d'autres choses que des mesures sécuritaires. Non, mais c'est lutter contre le djihadisme à ses racines. Donc, est-ce que ça passe par l'éducation, par l'école, les prisons, etc. On a peu réagi. Et ça, c'est une priorité pour eux, avant maintenant les mesures sécuritaires. À vous tous, celui qui veut répondre. Quand la ministre des Armées, Florence Parly, dit s'il y en a qui sont tués à Raqqa, c'est tant mieux, elle a raison. Écoutez, je ne vois vraiment pas pourquoi on aurait de la tendresse envers des gens qui sont partis. Et d'abord, la question qu'ils sont partis aussi pour tuer, comme disait la mère de Mohamed Merah, pas au procès, moi je suis très heureux de mon fils, fier, il a mis la France à genoux. À partir du moment où il y a des gens qui considèrent que leur ennemi, d'abord, c'est la France, par exemple, et que vraiment, c'est l'intelligence avec l'ennemi. Je ne sais pas, moi, je ne demande pas un rétablissement de la peine de mort ou quoi que ce soit. Je demande de savoir, et vous savez, quand vous dites les Français sont durs, pas les Français sont durs, ils ont peur. Soyons clairs, c'est pas ils sont durs, ils ont peur. Alors, est-ce qu'on peut leur en vouloir d'avoir peur? Quand ils voient que rue de Charonne ou au Bataclan, etc., n'importe qui, c'est plus seulement des juifs ou des caricaturistes de Charlie Hebdo, n'importe qui peut être l'objet d'eux. Même si c'est encore, heureusement, pas des milliers, mais des centaines. Comment voulez-vous que les gens se disent, mais comment l'État, vous le savez depuis longtemps, a le monopole de la violence. Pourquoi? Pour protéger les citoyens. Si l'État ne protège plus les citoyens, ou ils sentent que les citoyens ne se sentent pas protégés, c'est là où il y a un problème. Juste pour terminer... Et je suis d'accord avec vous complètement sur ce qui s'est passé avec l'affaire Mera. Une mini-polémique. Nicole Belloubet, garde des Sceaux, n'était pas sur les images de la signature de la loi antiterroriste. Il y avait le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, le président de la République, mais pas le garde des Sceaux. Ce dont certains se sont étonés en disant que c'est quand même une loi qui concerne la justice. Bon, la vraie question, c'est, je pense que une fois, deux fois, trois fois, ça va, les signatures scénarisées. Signatures à l'américaine sous les caméras, voilà. Et ça... Je pense que c'est le meilleur, voilà, c'est bon. Alors, un sujet qui occupe la droite maintenant, les exclusions en principe entérinées ce soir. C'est le nouveau feuilleton qui a agité les Républicains, mais maintenant il y en a un autre, c'est le débat sur le débat. Laurent Wauquiez, le favori, veut un débat seul devant les seuls militants. Ses challengers, Florence Portelli et Maëlle de Calan, réclament un débat télévisé animé par des journalistes. Finalement, Frédéric Métézeau, cette élection à la présidence des Républicains, qui semblait très confortable pour Laurent Wauquiez, elle n'est peut-être pas si facile que ça, elle ne se présente pas sous les meilleurs auspices. Je ne sais pas si elle se présente bien ou mal. D'abord, je crois que c'est très difficile d'avoir un quelconque sondage d'opinion sur un noyau d'adhérents. Je parle à la spécialiste, mais je crois que c'est très difficile d'avoir un échantillon. Non, je pense que Laurent Wauquiez, en réalité, son souci, ce n'est pas de faire un débat sur un plateau, dans un théâtre, devant des militants, devant les Français. La question, c'est qu'il ne veut pas de questions de journalistes. Parce que dans une campagne interne, même s'il y a des lignes différentes qui s'expriment, des personnalités différentes qui s'expriment, on ne veut pas appuyer là où ça fait trop mal. C'est quand même des gens du même parti. S'il y a des journalistes, forcément, les journalistes, eux, poseront les questions gênantes. Et quand il y a un favori aussi clivant que Laurent Wauquiez, qui a des formules quand même assez choc, on l'a vu ce week-end, un favori qui cherche, comme l'expliquait Guillaume Tabar dans Le Figaro,
d'abord à cliver avant ensuite de proposer et de rassembler, il a tout à perdre face à des journalistes. Donc je ne sais pas si l'élection se présente bien ou mal pour lui. Moi, j'ai le sentiment qu'il est dans ses rails, dans son chemin. Après, je pense que Laurent Wauquiez emploie des mots forts. Il reproche à Emmanuel Macron de diviser la France, d'opposer les Français, mais quand lui a fait de Parisien son injure favorite, là je trouve qu'il y a un souci. Il fait la même chose qu'Emmanuel Macron. La haine de la province reprochée par Laurent Wauquiez à Emmanuel Macron. Oui, enfin, tout ce qui est excessif est insignifiant, et puis Macron n'a pas de cœur, ou Macron n'a pas d'âme, oui, etc. Enfin bon. Ça, c'est, non, moi, ce qui m'amuse là-dedans, c'est que je trouve que par rapport aux Républicains, Puigdemont, dont on parlait, est un monstre de fanatisme et d'autoritarisme. Je veux dire, quand on voit où en sont les Républicains, quand même, incapables de faire un quorum pour exclure des gens, mais il faut revenir à ça, quand même. Le spectacle qu'ils donnent, depuis les primaires, d'ailleurs, qui ont été pour eux une catastrophe, une métastase cancérigène de première grandeur. Les primaires étaient faits pour les Républicains comme un fourmilier de tamanoir pour le pape François. Ça n'avait pas de sens, on a vu ce qui s'est passé, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils continuent à se déchirer sur de savoir comment on va discuter. C'est extraordinaire. C'est-à-dire le spectacle, quand même, d'un parti qui est un parti de gouvernement, comme les socialistes d'ailleurs de notre côté, hein, c'est en termitière qui est en train de se décomposer sous nos yeux, quel que soit ce qui va se passer, Wauquiez va probablement gagner. On n'en sait rien, mais on va voir. Mais moi, ce qui me fascine, c'est le spectacle qu'ils mettent la mise en scène de leur décomposition. Adélaïde, sur ce sujet. Est-ce que finalement la jeune génération, c'est pas comme ce qui s'est passé dans d'autres, la jeune génération, représentée par Maëlle de Calan, n'a pas envie de servir que de faire valoir dans cette élection? C'est un peu pour ça d'ailleurs qu'eux sont favorables à un débat télévisé, parce qu'au-delà effectivement de la question de ce que les journalistes pourraient mettre en difficulté Laurent Wauquiez. Aussi se faire connaître. Voilà, je pense que voilà, pour lui, le sujet, c'est qu'il est le plus connu, le plus identifié, donc quelque part, je ne dis pas que ça va assurer son élection, mais ça contribue en tout cas à le rendre crédible et légitime, alors que pour Maëlle de Calan, Florence Portelli, il y a un enjeu de visibilité, de se faire connaître et de préparer la suite. Je pense qu'ils sont aussi conscients de la difficulté pour cette élection-là, mais du coup, il y a cet enjeu-là, et c'est aussi pour ça que voilà, Laurent Wauquiez n'est pas favorable à un débat télévisé. Et l'autre chose, c'est qu'effectivement, c'est compliqué de faire des enquêtes auprès d'adhérents, de militants, donc on ne sait pas exactement comment l'élection se présente. En revanche, dans les études qualitatives, on anime une communauté citoyenne et on voit comment réagissent les sympathisants, alors on parle des sympathisants, mais de LR, ils sont quand même sur une ligne assez Wauquiez, j'ai envie de dire, ouais, assez ferme. Il faut revenir aux fondamentaux, c'est Laurent Wauquiez qui incarne ces fondamentaux. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est qu'ils disent qu'il a toujours été fidèle à notre identité. Ils ont oublié comme c'est turpitude. Mais on va parler. Je vous propose juste d'écouter parce que ça s'enchaîne bien avec ce que vous dites. On va écouter Amélie de Montchalin, qui était l'invitée du talk du Figaro hier avec Yves Tréhard. Amélie de Montchalin, qui est députée La République En Marche de l'Essonne. C'est un parti qui est en train de en tout cas, donner l'impression de se refermer, d'être en train de se replier sur des peurs, de plus être du tout ni humaniste, ni réformiste, ni vraiment européen. Amélie de Montchalin, je le précise, qui a travaillé avec Alain Juppé avant de rejoindre Emmanuel Macron, et Valérie Pécresse. Lucille Schmitt. Moi, je ne comprends pas que Laurent Wauquiez ne veuille pas d'un débat télévisé, parce que quand on veut se mesurer à Emmanuel Macron, c'est un peu ce qu'il fait dans le journal du dimanche de ce week-end, on ne peut pas refuser des débats télévisés. Donc je ne comprends pas. Je pense qu'il n'a pas du tout conscience de ses intérêts. En plus, je pense que c'est quelqu'un qui peut être un bon débatteur. Donc je ne comprends pas. Je pense que c'est une sorte de refus d'obstacle. Et par rapport à ce que vous disiez sur les jeunes, pour eux, évidemment, c'est bien. Bon, après... je pense que le sujet, c'est que moi, je pense que Wauquiez va gagner. Enfin, ça me semble acquis, il faut quand même le dire aujourd'hui. Je pense qu'il est de loin, sans doute, le meilleur chef des Républicains qui va être potentiellement. Donc, en revanche, je ne comprends pas leur attitude vis-à-vis des constructifs. C'est-à-dire que les constructifs, ils sont eux-mêmes en difficulté, ils n'ont pas de ligne, sauf de coller à Macron. Et ils en font quelque chose d'important, comme un bout de sparadrap du capitaine Haddock. Donc moi, je trouve que Laurent Wauquiez, là, il a une espèce d'inhibition, peut-être parce qu'il va devenir chef du parti, mais il faut évidemment qu'il fasse un débat télévisé. Il faut non pas qu'il exclue les constructifs. Là, donc il a manqué de fermeté, quoi. Il aurait dû s'en séparer vite et bien fait. Je pense que le sujet, c'est plutôt de reconnaître qu'ils sont déjà partis. Enfin, vous savez, les exclusions, aujourd'hui, quand les partis excluent, c'est un aveu de faiblesse. Donc faire un feuilleton d'exclusion, c'est un double aveu de faiblesse.
Quand le PS voulait exclure des gens, moi je l'ai vécu parce que j'ai été au Parti socialiste, j'étais partie de longue date, ils ont essayé de m'exclure, mais j'étais partie. Donc le sujet c'est qu'on n'exclut plus personne dans les partis. Aujourd'hui, on est déjà parti et on reconnaît qu'ils sont partis, c'est tout. Et puis on leur souhaite bon vent, et puis on fait sa ligne politique, et puis on fait un débat à la télévision. Je voudrais revenir un instant. Pardon, oui. Excusez-moi, ça va. Je vais aller vite. C'était dans votre, vite, hein. oui, c'était dans votre question, Marie-Amélie, et c'était dans votre réponse sur la jeune génération. Là où Macron a fait un mal terrible, c'est que Wauquiez, il n'a que 42 ans, il est né en 1975, c'est un très bon cru. Et il fait déjà vieux. Et du coup, c'est des gens nés en 1978 qui passent pour la jeune génération. Et c'est là-dessus que Macron a fait un mal terrible à la droite. C'est qu'aujourd'hui, Barouin a 50, 51 ans, c'est un vieux. Bruno Le Maire, alors Bruno Le Maire, il est passé au gouvernement, mais ça y est, on a l'impression qu'il a pris un senior de 45 ou 46 ans. Amélie de Montchalin, qu'on vient d'écouter, elle a, je ne sais pas son âge, mais elle a moins de 40, 35 ans peut-être. Oui, maximum, au maximum. Et elle est l'exemple, un des exemples de cette jeune génération qui a émergé vraiment. Et ça fait mal à non, mais aussi. Non, je suis d'accord. Mais en 85, vous précisez. Le vrai problème, et vous venez de le dire vous-même, et vous avez dit le Parti socialiste a essayé de m'exclure, mais j'étais parti bien avant. Mais ce qu'on ne comprend pas, et là ça augmente le mal, si on le comprend après quand on résume en termes d'hypermarché ou de petites boutiques, c'est qu'au fond, les constructifs, ils sont partis depuis longtemps. Oui. Ils sont partis, ils sont avec Macron. Bon. Sauf qu'ils n'ont pas rejoint la République en marche qu'ils auraient dû faire. Nous sommes d'accord avec tout ce que dit Macron. Édouard Philippe, n'en parlons pas, etc. Pourquoi n'ont-ils pas dit on est LREM et on est d'accord. Pourquoi ? Parce que justement, il faut aller jusqu'à la bout de la destruction du Parti républicain et donc garder appelons-le le boutique, appelons-le lieu, appelons-le comme vous voulez, pour justement accentuer et faire la division. C'est ça le truc. Sur nous, il serait parti depuis longtemps. Adélaïde, juste les attaques de Laurent Wauquiez contre Macron, on a déjà en mesure ce que ça peut donner dans l'opinion ? Là, ce qu'on citait, ce qu'André Berkoff rappelait tout à l'heure, ses propos sur la haine de la province, sur le désert de l'âme. Je pense que ça nourrit simplement le ras-le-bol des Français, la défiance envers la politique. Voilà, enfin, c'est de la politique politicienne. Tout ce qui est excessif et dérisoire. Voilà, c'est des critiques un peu faciles et les postures, l'un et l'autre sont dans la posture, donc je ne suis pas sûre que ça soit bénéfique ni pour l'un comme pour l'autre. En revanche, ce que je voulais dire, c'est que la question de la place des constructifs versus LR, elle pose la question à la fois de la ligne sur laquelle doit se reconstruire LR et de l'espace politique. Aujourd'hui, les constructifs, je pense que s'ils n'ont pas rejoint la République en marche, c'est qu'ils se disent que aujourd'hui, Emmanuel Macron mène une politique plutôt identifiée ou qualifiée de droite ou libérale, mais on sent bien que parce que son électorat de départ, il faut quand même rappeler que 60% de son électorat au premier tour, ce sont des sympathisants PS, il va devoir, à un moment ou à un autre, mettre la barre plus à gauche. Donc du coup, ça va peut-être libérer un espace sur sa droite. Est-ce que cet espace-là, LR sera en mesure de le combler avec Laurent Wauquiez à la tête de LR, ou est-ce qu'il y aura un espace justement pour une ligne de droite plus modérée à la Juppé, ou enfin les constructifs qui pourront jouer un petit peu, eux ils veulent un peu être les garde-fous du gouvernement. Donc je pense que trancher de manière aussi radicale maintenant, c'est un peu prématuré. Je ne vois pas comment un Édouard Philippe qui est chef de gouvernement serait à la fois un garde-fou du gouvernement. Je ne comprends pas. Je pense plutôt au groupe. Non mais attendez, vous parlez des constructifs. Je veux dire, Édouard Philippe, LR, Gérald Darmanin, LR, Bruno Le Maire, LR. Oui, ils sont je parlais de ceux qui sont aussi à l'extérieur. Non, mais on a l'impression que Thierry Solaire attend de devenir ministre du gouvernement Philippe. Enfin, moi, je pense qu'il est ridicule. Il est ridicule. Je pense qu'il y a une partie des constructifs qui sont ridicules, en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont pris ce petit label parce qu'ils se disent que ça va s'élargir. Mais je suis d'accord avec André Berkoff. Quelqu'un comme Thierry Solaire, il devrait être à La République en marche. Après, du côté des centristes, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'eux, évidemment, ils aspirent à créer un truc de centre droit. Mais la vérité, c'est que les constructifs sont déjà clivés en plusieurs courants. Oui. Il y a aussi. Vous êtes intarissable sur ce sujet. On va quand même passer au suivant. Si vous le voulez bien, les États-Unis, l'équipe de Donald Trump s'est-elle concertée avec Moscou pour influer sur l'élection ? C'est la question au cœur de l'enquête. Enquête qui s'est accélérée hier avec la mise en accusation de 3 membres de l'équipe de campagne du président américain. L'un d'eux a même reconnu avoir menti au FBI. Alors, qui dit vrai, qui dit faux ? Question et sujet pour vous, André Berkoff. Cette fois, ça va être difficile pour Trump de s'en sortir ? Vous savez, c'est très simple. Trump, depuis novembre, on ne pense qu'à une chose, son impeachment. Ça fait 1 an. Ça dure. Et d'ailleurs, il n'aurait jamais dû être président, etc., etc. Je ne veux pas rappeler des souvenirs
personnel, mais quand même, quand je suis allé l'interviewer en 2016, je me rappelle aussi bien aux États-Unis, chez mes copains journalistes new-yorkais, que ici, chez mes copains journalistes de Paris, on me disait publie ton interview très vite parce que dans un mois, on n'entend plus parler de Trump. Et c'était bien avant la nomination républicaine, je vous assure. J'ai eu, mais on m'a dit que ça, comme on me disait évidemment que François Hollande allait se représenter de façon absolue. C'est amusant de voir ça. Non, je veux dire, je crois qu'il y a quelque chose. C'est clair qu'il y a les 3/4 des républicains, je parle de l'establishment, et les démocrates qui ne voulaient pas de Trump, c'est clair. Bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé. Il se passe, pour revenir à votre question, l'impeachment, c'est très 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 long. Alors, est-ce qu'effectivement, approuver l'ingérence russe, la supposée ingérence russe dans l'élection de Trump va être prouvée? Elle ne l'est pas encore, on va le voir, effectivement. Il y a Mueller qui enquête, il y a Paul Manafort et tout ça. Donc, il y a ça. Mais ça va être un processus très long et surtout, il faut rappeler, c'est ça qui est amusant dans le truc américain, c'est que le Washington Post, qui ne peut pas être soupçonné de Trumpisme exagéré, c'est vraiment le contraire, a publié le fameux rapport que Hillary Clinton aurait commandé, financé avec le Parti démocrate, une enquête, effectivement, visant à déstabiliser Trump avec les Russes. Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Un point partout, balle au centre, c'est quoi? C'est ça qui est remarquable au-delà du cas Trump, du cas d'une éventuelle intervention russe en sous-main, etc. Moi, ce que je trouve assez remarquable dans cette histoire, d'abord, c'est l'indépendance et la rapidité de la justice américaine. Ouais. En France, les procédures sont longues. On sait que ce n'est pas forcément facile pour les juges de mener des instructions. Ce n'est pas le même système. C'est pas le même système. Le travail de la presse, effectivement, le Washington Post, qui est un journal, pour faire simple, plutôt démocrate, centre-gauche, n'a pas peur de sortir le dossier qui va peut-être empoisonner Hillary Clinton, parce qu'il considère que l'information passe avant tout. Et je trouve qu'en la matière... quand on voit cette capacité qu'a la presse sérieuse de travailler et cette diligence qu'a la justice américaine pour travailler, les États-Unis restent une grande démocratie sur ce point-là. Alors, on l'imagine à Moscou, le sujet est suivi avec intérêt. Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a évidemment démenti toute ingérence russe dans cette affaire. On l'écoute. 9 месяцев уже идет это разбирательство и в Сенате, и специальный прокурор. Ни единого факта. А в американской политической культуре утечки – это просто норма дня, норма жизни. Если бы там был хоть один маломальски значимый факт, но была бы утечка, когда такое количество людей задействовано в слушаниях и в Конгрессе, и в работе специального прокурора и так далее. Ils sont embarrassés d'ailleurs, les Russes, ou c'est pour eux? Non, c'est-à-dire pour eux, jusqu'à présent, aujourd'hui, encore une fois, à l'heure où l'on parle, il n'y a pas encore un fait avéré. Ça, le problème, c'est que ce qu'ils disent, évidemment, les Russes se défendent en disant, bon, j'en sais rien, ce que les Russes sont. Le problème, c'est que, est-ce que vraiment les Russes ont influencé 160 millions d'Américains? Bon, mais le problème, c'est qu'il y a au départ cette illégitimité de Trump dans une partie, en tout cas des élites américaines et de la population, mais enfin une partie de la population. Et je trouve que ça va aujourd'hui très loin, parce que si effectivement le Washington Post, qui est un journal plutôt de centre-gauche, comme vous le disiez très justement, et si ces deux enquêtes se contredisent, qui va payer les pots cassés? Je trouve en tout cas une chose que juste je voudrais dire, c'est qu'ils n'ont pas oublié l'économie. Aujourd'hui, quand même, les jobs reviennent en Amérique, la croissance est plutôt bonne. C'est là-dessus. Et ça, c'est Trump qui en engrange. C'est au moment du midterm de novembre prochain, très sincèrement, c'est pas sur les Russes et l'ingérence que ça va jouer. Ça va jouer sur les élections par rapport à l'économie. Et it's the economy stupid, ça reste véritablement le motto américain. Alors, je me tourne vers Valentin Pilate, qui nous a rejoint. Valentin, qui suit les réseaux sociaux pour Le Figaro. Avant de vous donner la parole, Valentin, je rappelle juste les résultats de la question du jour posée par Le Figaro à ses internautes. L'affaire de l'ingérence russe peut-elle entraver la présidence de Trump? Et pour le moment, nos internautes répondent à 60% oui. Sinon, il se dit quoi sur les réseaux sur cette affaire ténébreuse? Sur les réseaux, si on regarde depuis ce matin, on observe en fait deux tendances. Pour beaucoup, en fait, d'internautes, c'est du Trump bashing, ce qui se passe. Et pour d'autres, en fait, c'est tout simplement une justice et une démocratie exemplaire. Donc, pour celles et ceux qui s'agacent de cette justice américaine, on a Louis qui nous dit sur le site internet du Figaro, le système et ses représentants
n'ont toujours pas digéré l'élection de Trump. Il faut dire que ce sont des démocrates, comme il dit dans son commentaire, mention spéciale à Hillary Clinton. Pour Nathalie, le FBI et la justice ne semblent s'être intéressés à cette affaire que dans la mesure où la courte collaboration entre Manafort et Donald Trump permettrait en fait d'éclabousser le président américain. On a Bernard qui s'attaque directement à Hillary Clinton. Et si la justice américaine s'intéressait vraiment aux mensonges d'Hillary Clinton? Et en face, on a Louis qui se réjouit donc de cette justice et demande même s'il pouvait être possible qu'en Europe de telles investigations puissent avoir lieu et fouiller même donc dans les milieux du pouvoir. Il faut savoir en fait que les géants de la tech comme Twitter, Google et Facebook, on y reviendra après avec Marie-Amélie, mais ils sont vraiment dans la ligne de mire du Congrès américain qui enquête sur de possibles ingérences de Moscou dans la campagne qui aurait mené à la victoire de Donald Trump. Ces géants de la tech en fait sont accusés d'avoir servi de plateforme pour de la manipulation politique venant de la Russie. Facebook estime que ce sont 126 millions d'Américains, soit un habitant sur 3, qui a pu être exposé aux fake news supposément envoyées depuis la Russie. De plus, selon Bloomberg, Facebook souhaiterait embaucher des salariés accrédités secret défense pour lutter contre ce fléau. Donc en fait, vraiment une cellule vraiment purement dédiée à ça. Il leur suffirait d'avoir des bons journalistes. Juste, effectivement, on en parle d'autant plus qu'aujourd'hui, le Congrès auditionne des représentants des GAFA, Google, Facebook, sur ce sujet. Vous vouliez ajouter un point? Non, moi je voulais dire une chose. Rapidement, parce qu'on arrive au terme. D'accord. C'est que quand Papadopoulos reconnaît qu'il a menti au FBI, je trouve ça extraordinaire. Papadopoulos, qui était le conseiller Affaires étrangères de Trump. Donc on se retrouve vraiment dans une série genre Mindhunter, c'est-à-dire qu'on est dans une série Netflix, littéralement. Et cette démocratie, elle est très intéressante parce que quelque part, la morale est toujours présente. Moi, je trouve ça assez passionnant. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que n'oublions pas quand même qu'à mon avis, l'ingérence russe, elle est avérée. Elle est avérée aussi dans l'élection de Macron. Il y a eu des attaques. Donc la question, c'est aussi de s'interroger sur ce que veulent les Russes. C'est cette question de la déstabilisation par rapport à l'Occident. Moi, je pense que c'est un sujet essentiel. Est-ce que franchement, l'ingérence russe, ils ont manipulé 500 millions d'Américains? Je termine juste en disant une troisième chose, c'est qu'on nous avait dit, ça y est, Trump est élu, on nous a dit le Brexit, ça y est, c'est fait, et on arrive dans des démocraties très instables. C'est-à-dire qu'il y a des résultats qui, quelque part, peuvent être remis en cause. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il y aura peut-être l'impeachment, il y aura peut-être un contre-référendum sur le Brexit. Moi, je trouve que ces questions d'instabilité de ces résultats qui eux-mêmes étaient surprenants, est quelque chose qui doit nous amener à nous interroger sur comment la démocratie fonctionne. C'est juste quand même gravissime parce qu'il y a aussi des forces qui s'attaquent à déstabiliser les pouvoirs en place. Bien sûr. Faut jamais l'oublier. Il y a une instabilité qui est extrêmement forte. Adélaïde, un dernier point sur... Je voulais juste dire un petit mot sur les fake news et sur ce qu'a dit Frédéric Mettezo sur l'importance d'avoir une presse de qualité parce que on a vu qu'il y avait, je ne sais plus, vous avez cité les chiffres, on parle de millions d'électeurs exposés. Nous, on a travaillé pendant la campagne sur le sujet des fake news en faisant des enquêtes parallèles où on exposait des gens à des fake news et après on avait un échantillon à qui on donnait un démenti et un autre échantillon à qui on n'apportait pas le démenti et on s'apercevait que même chez les personnes à qui on disait attention c'était une fake news, ça laissait des traces profondes en termes d'image, en termes d'intention de vote et donc c'est un vrai sujet et d'où l'intérêt effectivement d'avoir une presse de qualité. Alors, c'est pas des fake news. On va juste regarder à l'écran les tweets de Donald Trump qu'il a dû poster hier sur cette question. Ils vont s'afficher. Voilà, c'est pas des fake news, ça, c'est son site officiel. Et il dit désolé, but this is there. Je fais la traduction simultanée. Ah oui, en fait, il regrette qu'on ne s'intéresse pas. Paul Manafort n'est pas encore dans la campagne de Trump. Merci. Et pourquoi vous ne vous intéressez pas à cet escroc d'Hillary? Bien, écoutez, merci beaucoup à vous tous. Merci à Charlotte Darche qui a été aux manettes de cette émission brillamment. Demain, c'est la Toussaint, mais on se retrouve jeudi pour un nouveau point de vue. Et restez sur Figaro Live. On va vous présenter un focus sur l'exposition Rubens qui est actuellement au musée du Luxembourg, qui s'intitule Portrait princier. Et je vous recommande les explications d'Isabelle Schmitt qui sont présentées à Ariane Lecoeur. À très bientôt. Merci.